Bienvenue à cette formation d'initiation à l'infrastructure technique du data center. Que vous soyez curieux de comprendre comment fonctionnent ces cerveaux numériques ou que vous souhaitiez simplement démystifier leur complexité, cette session est faite pour vous. Nous allons explorer ensemble les fondements essentiels qui permettent à un data center de fonctionner de manière optimale, fiable et performante. Notre objectif est de vous offrir une compréhension claire et accessible des différents éléments qui composent un data center et des principes qui les régissent. Vous découvrirez comment ces infrastructures sont conçues pour maximiser leur efficacité et assurer la continuité de leurs services, même face aux défis les plus inattendus. Commençons par les bases de l'électricité. Au fondement de tout, l'électricité n'est rien d'autre que le déplacement de ces électrons, plus facilement dans certains matériaux que l'on appelle des conducteurs, comme par exemple le cuivre. C'est grâce à cette capacité de mouvement que l'énergie peut être transportée. Lorsque nous parlons de courant électrique, nous faisons référence au nombre d'électrons qui traversent un point précis d'un circuit en une seule seconde. C'est un peu comme mesurer le débit d'une rivière. Plus il y a d'électrons qui passent, plus le courant est fort. Le courant électrique est mesuré en ampères et il représente le flux même de l'électricité. Pour que ces électrons se déplacent, il faut une certaine pression ou force. C'est ce que nous appelons la tension, mesurée en volts. La tension est l'énergie nécessaire à un électron pour se déplacer entre deux points. Enfin, il y a la résistance, mesurée en ohms. Comme son nom l'indique, la résistance traduit la difficulté plus ou moins grande que rencontrent les électrons, et donc le courant, pour se déplacer à l'intérieur du conducteur. C'est ce qui peut ralentir ou gêner le flux d'électricité. La puissance électrique, mesurée en watts, représente la quantité d'énergie électrique consommée ou produite par seconde. C'est en quelque sorte la force de travail de l'électricité. Dans le cas du courant continu, qui va toujours dans le même sens, la puissance se calcule simplement en multipliant la tension par l'intensité, P égale U fois I. Un autre phénomène important lié au courant est l'effet Joule. Il s'agit d'un phénomène physique où la chaleur est générée lorsqu'un courant électrique traverse un conducteur. C'est ce qui fait que les câbles peuvent chauffer quand ils transportent de l'électricité et c'est un point clé à gérer dans un data center pour éviter la surchauffe des équipements. Dans un data center et dans la plupart de nos installations modernes, nous utilisons le courant alternatif. Avec le courant alternatif, il peut avoir un déphasage entre la tension et le courant. Cela signifie qu'ils n'atteignent pas toujours leur valeur maximale en même temps. Ce décalage est important car il affecte l'efficacité de l'utilisation de la puissance. Ce déphasage est représenté par un nombre appelé le cos phi. Le cos phi est un nombre compris entre 0 et 1. Plus le cos phi est proche de 1, plus la puissance est utilisée efficacement. Pour mieux comprendre, imaginez de l'eau qui circule dans un tuyau. Si le cos phi est élevé, c'est comme si toute l'eau ou la puissance était utilisée au maximum pour faire tourner une roue ou un équipement. Par contre, si le cos phi est faible, c'est comme si une partie de l'eau était perdue en route sans faire tourner la roue, ce qui signifie qu'une partie de la puissance est perdue. Pour un data center, un cos phi proche de 1 est donc idéal pour minimiser le gaspillage d'énergie. Dans un data center, l'alimentation électrique doit être stable, propre et continue. Toute perturbation peut affecter le bon fonctionnement des serveurs, voire provoquer des arrêts critiques. Leur norme IEEE classe ces perturbations selon leur type, durée et impact. Voici les principales perturbations à connaître. Les perturbations transitoires sont des pics ou des surtensions instantanées, très brèves, souvent causées par la foudre ou un défaut dans le réseau. Elles peuvent griller des composants électroniques ou déclencher des fausses alarmes. Les interruptions, qui sont une coupure de courant complète ou partielle. Même très courte, elle peut suffire à redémarrer des équipements sensibles ou à perdre des données. Ensuite, il y a la sous-tension ou surtension. Il s'agit de tensions trop faibles ou trop fortes pendant plusieurs secondes ou minutes. Cela peut ralentir les systèmes, provoquer une surchauffe ou faire tomber des équipements. On trouve aussi les surtensions brèves, qui sont des hausses soudaines de tension mais très rapides. Elles peuvent survenir lors du retour du courant après une coupure. Si elles ne sont pas filtrées, elles peuvent dommager les appareils. On parle de distorsion harmonique quand la forme d'onde du courant n'est plus bien ronde. Elle est souvent causée par des équipements électroniques comme les variateurs de vitesse ou onduleurs. Cela génère des pertes d'énergie, des échauffements et parfois des dysfonctionnements. Pour les fluctuations de tension, on parle de petites variations rapides de tension qui peuvent faire clignoter les lumières ou créer des instabilités. Elles sont souvent causées par des machines qui s'allument ou s'éteignent brutalement. Enfin, il y a la variation de fréquence. Normalement 50 ou 60 Hz peut aussi varier légèrement. Si elle sort trop de la plage normale, cela peut désynchroniser certains équipements, surtout ceux qui tournent à vitesse constante.
Nous découvrirons dans ce chapitre comment les data centers s'assurent de ne jamais manquer d'énergie. Dans un data center, l'alimentation électrique est un maillon essentiel. Les serveurs doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Le moindre défaut peut avoir des conséquences importantes. Le schéma que vous voyez illustre le circuit électrique type d'un data center. Nous allons maintenant le survoler ensemble, puis nous détaillerons chaque composant dans la suite de la formation. L'électricité provient du réseau public, en haut à droite. En cas de coupure, un groupe électrogène, GE, prend automatiquement le relais pour éviter l'arrêt des équipements. Avant d'atteindre les serveurs, le courant passe par des UPS qui assurent une alimentation continue même en cas de micro-coupure, grâce à leur batterie interne. Chaque serveur est alimenté par deux chemins différents, feed A et feed B, pour garantir une continuité en cas de panne sur l'un des deux circuits. L'électricité alimente également les systèmes de climatisation, indispensables pour maintenir la température idéale dans les salles IT. D'autres équipements, lumière, sécurité, etc., consomment également de l'énergie et doivent être pris en compte dans la conception globale. Des points de mesure sont répartis dans le circuit pour surveiller en temps réel les consommations et optimiser l'efficacité énergétique du site. Ce schéma représente donc l'ossature électrique d'un data center. Chacun des composants sera étudié plus en détail dans les prochaines parties de la formation afin de bien comprendre leur rôle, leur fonctionnement et les bonnes pratiques associées. Maintenant que nous avons une vision globale du schéma électrique d'un data center, nous allons commencer à détailler chaque composant et nous débutons par l'un des éléments les plus fondamentaux, le transformateur. Le rôle d'un transformateur est de convertir la tension venant du réseau électrique pour l'adapter aux besoins du data center. Il ne produit pas d'énergie, mais adapte l'énergie existante pour qu'elle soit utilisable et stable. Il existe deux grandes familles de transformateurs que l'on peut retrouver dans les data centers. Le transformateur sec, plus sécurisé, sans liquide inflammable, mais plus coûteux. Le transformateur à huile, plus puissant et bien refroidi, mais qui demande plus d'entretien et présente un risque d'incendie. Notre première ligne de défense contre les coupures de courant dans un data center, les groupes électrogènes, ou GE. Un groupe électrogène est une machine conçue pour produire de l'électricité. On peut le voir comme une petite centrale électrique autonome. Il est généralement composé de deux parties principales, un moteur, souvent un moteur diesel, et un alternateur. Le moteur fait tourner l'alternateur et c'est ce mouvement qui génère le courant électrique. Les groupes électrogènes sont les garants de la continuité de service d'un data center. Leur rôle principal est d'assurer l'alimentation électrique en cas de panne du réseau public. Si le courant normal est coupé, le GE démarre automatiquement pour prendre le relais et maintenir les équipements informatiques en fonctionnement en permanence. Pour une sécurité maximale, les data centers les plus critiques installent souvent plusieurs groupes électrogènes. C'est ce qu'on appelle la redondance. Si un groupe électrogène tombe en panne, un autre peut prendre le relais, garantissant ainsi que l'électricité continue de circuler sans interruption pour les serveurs et autres équipements vitaux. Nous allons maintenant aborder une solution essentielle pour gérer les fluctuations électriques dans les data centers, l'onduleur, également appelé UPS, Uninterruptible Power Supply. Comme nous l'avons vu précédemment, les perturbations électriques, telles que les variations de tension, de fréquence ou les coupures soudaines, peuvent poser de sérieux problèmes, mettant en danger les équipements sensibles et la continuité des opérations. L'onduleur se positionne comme l'allié face à ces fluctuations. Il stabilise l'alimentation électrique en compensant les variations de tension, de fréquence et autres perturbations. Parmi ses avantages, il offre une protection des équipements sensibles en réduisant les risques de dommages et en prolongeant la durée de vie des appareils. En cas de coupure, il garantit la continuité de service en maintenant l'alimentation via ses batteries, prévenant ainsi la perte de données. Il existe différentes technologies d'onduleurs, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. L'onduleur offline, son principal avantage, c'est son coût. Il fonctionne de manière silencieuse en veille et est généralement efficace. Par contre, sa protection est limitée. Il protège uniquement contre la perte d'alimentation. Il n'offre aucune régulation de la tension, ce qui signifie que les baisses ou les pics de tension sont transmis directement aux équipements. De plus, il peut arrêter brutalement la charge en cas de fin d'autonomie ou de surcharge. Il est souvent utilisé pour des applications moins critiques comme les caisses enregistreuses ou les stations de travail. Vient ensuite l'onduleur Line interactif. Son coût est plus faible que l'onduleur online. Il offre une meilleure protection que l'offline grâce à une régulation de la tension. Il est également silencieux en veille et efficace. Cependant, il ne dispose pas de système de régulation de la fréquence de sortie. Il n'y a pas de découplage complet entre l'alimentation en amont et la charge, et il a un temps de commutation de quelques millisecondes pour basculer sur batterie.
Sa puissance est généralement limitée, à 5 kVA. Il est adapté pour les serveurs et les équipements réseau. Enfin, il y a l'onduleur online. C'est la technologie la plus avancée. Elle offre un découplage total entre le réseau et les équipements. Grâce à sa double conversion en temps réel, l'onduleur online assure une régulation parfaite de la tension et de la fréquence. Il tolère une large plage de tension d'entrée et est fortement recommandé lors de l'utilisation d'un groupe électrogène pour assurer une transition fluide et une alimentation stable. Il est utilisé dans les environnements critiques comme les data centers, l'industrie ou les équipements médicaux. Par contre, son coût est plus élevé et son efficacité est généralement plus faible que les autres technologies car il travaille en permanence. Nous allons maintenant explorer les critères de dimensionnement des onduleurs. En fonction de leur nature, il existe deux types principaux, les UPS modulaires et les UPS fixes. Les UPS modulaires offrent une grande flexibilité avec une capacité d'adaptation aux évolutions futures. Ils sont idéaux pour les environnements dynamiques comme les data centers d'hébergement ou les entreprises en croissance. Leur installation modulaire permet d'ajouter ou de retirer des modules selon les besoins, assurant une évolutivité optimale. En revanche, les UPS fixes se distinguent par un coût d'acquisition initial plus faible. Ils conviennent aux charges stables et prévisibles, mais offrent moins de flexibilité en cas d'évolution des besoins. Ces choix dépendent donc des exigences spécifiques de l'infrastructure. Un point important pour l'efficacité d'un onduleur est son rendement. Il est recommandé de privilégier les onduleurs offrant un rendement élevé et constant, même à faible charge, inférieure à 30%. Cela garantit une efficacité énergétique optimale. Un point important, évaluer spécifiquement le rendement de l'onduleur à environ 30% de sa capacité nominale. Comme le montre le graphique, le rendement varie avec la charge, atteignant des niveaux élevés à partir de 20 à 30% et se stabilisant au-delà. Cette analyse permet de choisir un équipement adapté à vos besoins énergétiques. Les batteries sont les partenaires silencieux des onduleurs, offrant l'autonomie nécessaire pour maintenir les services critiques en fonctionnement pendant les micro-coupures ou en attendant le démarrage des groupes électrogènes. La technologie de batterie dominante dans les data centers est le plomb étanche, VRLA. Ces batteries sont très appréciées pour plusieurs raisons. Elles sont sans entretien et ont une durée de vie standard de 4 à 5 ans, pouvant même atteindre 10 à 12 ans dans des conditions optimales. Pour que ces batteries fonctionnent de manière optimale et aient la plus longue durée possible, il est essentiel de les maintenir dans des conditions de température idéales, généralement entre 20 et 25 degrés. En termes d'autonomie, voici ce que l'on observe. Avec un groupe électrogène, les batteries fournissent généralement une autonomie de 10 minutes. C'est amplement suffisant pour couvrir le temps de démarrage du groupe électrogène et la stabilisation de son alimentation. Sans groupe électrogène, si le data center ne dispose pas de groupe électrogène, une autonomie de 30 minutes est souvent demandée par les responsables informatiques. Cela donne le temps d'effectuer des arrêts propres et contrôlés des équipements. Par contre, les batteries au plomb ont leurs limites. Elles deviennent très lourdes pour des autonomies plus longues et le coût de l'onduleur augmente considérablement pour supporter de très longues autonomies. Face à ces défis, de nouvelles solutions émergent. La technologie lithium-ion est une alternative prometteuse, de plus en plus proposée par certains constructeurs. Explorons la climatisation de précision, essentielle pour les data centers, en nous penchant sur les composants d'une armoire de climatisation à détente directe de manière accessible. Tout commence avec le compresseur, qui comprime un gaz réfrigérant pour le faire circuler dans le système. Le condenseur agit ensuite comme un échangeur thermique, rejetant la chaleur vers l'extérieur et transformant le gaz en liquide. Le détendeur régule précisément le début du réfrigérant vers l'évaporateur, où la pression diminue, permettant au liquide de s'évaporer et d'absorber la chaleur ambiante, refroidissant ainsi l'air de la salle. On trouve aussi un récepteur pour stocker le liquide réfrigérant et une vanne TXV qui régule la quantité de réfrigérant liquide qui entre dans l'évaporateur en fonction de la température et de la pression. Cela permet d'optimiser le refroidissement en assurant que le réfrigérant s'évapore complètement tout en évitant une surpression ou une surchauffe. Le condenseur refroidi par air, souvent placé sur le toit, gère l'échange entre gaz et liquide réfrigérant. Nous allons maintenant parler de la climatisation de précision avec une technologie à base d'eau glacée, une alternative importante au système à détente directe que nous avons vu précédemment. Voici comment ça fonctionne de manière simple et claire. À l'intérieur du data center, on trouve l'INRO, une unité qui aspire l'air chaud des serveurs et le refroidit. Cet air refroidi est ensuite renvoyé dans la salle. L'INRO est connecté à un groupe d'eau glacée, situé à l'extérieur. Ce groupe contient un compresseur qui fait circuler le réfrigérant, un condenseur qui rejette la chaleur dehors et un évaporateur où l'eau est refroidie. Cette eau glacée est ensuite pompée vers l'INRO pour maintenir une température stable dans la salle.
Contrairement à la détente directe, ce système utilise l'eau comme moyen de transfert de froid, offrant une solution efficace pour les grands data centers. Explorons les caractéristiques des racks 19 pouces. La norme assure des dimensions unifiées pour les équipements et une standardisation internationale. Cela garantit la compatibilité, permettant à différents équipements de cohabiter dans un même rack. La modularité est assurée par des équipements conçus en unités de hauteur standardisées, appelées U. Concernant les dimensions physiques, un rack doit avoir une largeur de 600 mm pour les racks serveurs et 800 mm pour les racks réseau. La porte arrière doit être de type demi-porte à 2 vantaux. La profondeur du rack doit être minimum 1000 mm pour les racks IT et 600 mm pour les racks télécom. Enfin, le rack doit être équipé de roulettes pour faciliter le déplacement et de vérins de stabilisation pour assurer sa fixité une fois en place. Le hauteur normale du rack est de 42 U, mais on peut utiliser des racks de 45 U ou 48 U si la hauteur du local le permet. Le poids minimum supporté par le rack doit être de 800 kg et il peut aller jusqu'à 1500 kg si l'on prévoit d'installer du matériel informatique lourd. Le taux de perforation des portes avant et arrière doit être au minimum de 60% pour assurer une bonne circulation de l'air. Les montants avant et arrière doivent pouvoir se régler en profondeur, offrant une flexibilité d'installation des équipements. La PDU, qui est un dispositif équipé de plusieurs sorties permettant la distribution d'électricité aux équipements IT montés en rack. Leur température de fonctionnement doit être supérieure ou égale à 45 degrés, étant donné qu'elles sont montées dans le couloir chaud. Concernant le nombre de prises, on trouve en général des PDU avec 20 prises C13 et 4 prises C19, qui sont les types de prises souhaités. En termes de calibre, les PDU peuvent être de 16 A monophasés pour 3 kW par rack, 32 A monophasés pour 7 kW par rack, 16 A triphasés pour 11 kW par rack ou 32 A triphasés pour 22 kW par rack. Il existe différents types de PDU. Les basiques sont sans instrument de mesure, les managés permettent de mesurer le courant d'entrée à la PDU, ainsi que la tension, la puissance et l'énergie. Le troisième type de PDU est le switched, qui permet d'avoir la consommation électrique par prise et offre la possibilité d'éteindre ou d'allumer une prise électrique à distance. Le chapitre suivant introduit les niveaux de tiers de l'Uptime Institute qui définissent la résilience des data centers. Le tiers 1 correspond à une capacité minimale N pour l'environnement critique avec un système de distribution électrique unique, ce qui entraîne une incidence sensible sur le matériel informatique en cas de maintenance ou de panne. Le tiers 2 indique que la maintenance sur les composants redondés évite tout impact sur le matériel informatique avec au moins 2 groupes électrogènes et une redondance N+1 des UPS et de la climatisation, par contre pas de redondance dans le système de distribution électrique. Le tiers 3 exige au moins 2 groupes électrogènes avec un stockage de carburant sur site pour un fonctionnement de 12 heures à capacité N. Tout équipement informatique doit disposer d'une double source d'alimentation et il doit y avoir plusieurs chemins de distribution indépendants servant l'environnement critique. Le data center est doté de composants de capacité redondants. Le niveau le plus élevé, le tiers 4, comprend également au moins 2 groupes électrogènes avec un stockage de carburant sur site pour 12 heures de fonctionnement à capacité N. Un refroidissement continu est requis pour assurer le refroidissement jusqu'à ce que le groupe à eau glacée fournisse un refroidissement nominal. De même, tout équipement informatique dispose d'une double source d'alimentation. La différence majeure réside dans la présence de plusieurs chemins de distribution indépendants qui doivent être isolés physiquement les uns des autres et le data center est doté de plusieurs systèmes indépendants et physiquement isolés. Le PUE ou Power Usage Effectiveness, un indicateur clé pour évaluer l'efficacité énergétique d'un data center. Mais d'abord, qu'est-ce qui entre en jeu ? On distingue l'énergie totale consommée, les watts entrants, et l'énergie utile pour les opérations informatiques. Les watts entrants incluent l'infrastructure physique, la climatisation, l'éclairage, la sécurité et la protection incendie. Une partie de cette énergie alimente la charge IT, c'est-à-dire les serveurs, le stockage et le réseau, mesurés en watts IT. Le PUE se calcule simplement en divisant les watts entrants par les watts IT, donnant un ratio qui montre l'efficacité, plus il est bas, mieux c'est. Dans ce chapitre, nous étudierons comment les équipements génèrent de la chaleur et l'importance de la climatisation de précision conçue pour les environnements critiques afin de maintenir une température et une humidité constantes. Nous aborderons les conséquences de la surchauffe, des stratégies d'optimisation du flux d'air et comment améliorer l'efficacité énergétique. Après l'alimentation électrique, parlons du deuxième pilier fondamental d'un data center, le refroidissement. La chaleur est le pire ennemi des équipements informatiques. Comment la chaleur est-elle produite ? Elle est générée à plusieurs niveaux. Par les puces des processeurs, par les serveurs eux-mêmes qui sont remplis de composants électroniques, par l'ensemble du rack qui contient plusieurs serveurs, et finalement toute cette chaleur s'accumule dans la salle du data center.
Pour refroidir ces équipements, les serveurs sont équipés de ventilateurs internes qui aspirent de l'air froid et rejettent l'air chaud. Pour que le refroidissement soit efficace, le débit d'air froid fourni par les dalles perforées du faux plancher doit être égal ou supérieur au débit d'air requis par les ventilateurs des serveurs dans le rack. Il est important de noter que les équipements informatiques sont conçus pour augmenter la température de l'air qui les traverse d'environ 11 à 17 degrés C. On peut même calculer rapidement la quantité de flux d'air nécessaire pour une élévation de température donnée avec une formule simple. Puissance des équipements en watts égale 0,34 fois le débit d'air en mètres cubes par heure fois delta T qui est la différence de température entre l'entrée et la sortie du rack. Par exemple, pour 1 kW de puissance et une différence de température de 11 degrés C, il faut un débit d'air d'environ 267 m3 par heure. L'effet du taux de perforation des dalles du faux plancher est également crucial. Là où la pression d'air est forte, les débits sont importants et on peut les réduire en utilisant des dalles avec moins de perforation. Inversement, dans les zones de basse pression, on peut augmenter le débit en utilisant des dalles avec plus de perforation. Dans un data center, la climatisation de précision est une technologie essentielle et très différente de la climatisation classique que nous utilisons dans nos bureaux ou nos maisons. La climatisation de précision est conçue spécifiquement pour des environnements critiques comme les data centers. Elle intègre des systèmes de redondance pour une fiabilité maximale. Son objectif est de maintenir une température et une humidité constantes avec une très faible tolérance, seulement plus ou moins 1 degré pour la température et plus ou moins 5% pour l'humidité relative. Elle est conçue pour fonctionner en continu 24 heures par 24 et pour geler les charges thermiques élevées générées par les serveurs. En revanche, la climatisation classique est faite pour le confort humain. Elle est moins stable en température et humidité, tolérance plus large, fonctionne de manière intermittente et n'est pas adaptée aux fortes charges thermiques ni aux exigences des environnements sensibles comme un data center. Mais pourquoi est-ce si important de bien refroidir? Une surchauffe des équipements peut avoir des conséquences désastreuses. Risque de défaillance critique des serveurs. Détérioration des performances des serveurs et de leurs composants. Réduction significative de la durée de vie des composants électroniques, qui vieillissent prématurément sous l'effet de la chaleur. Cela entraîne des remplacements plus fréquents et des coûts supplémentaires. Enfin, des pannes soudaines et des interruptions de services imprévus qui ont un impact direct sur les opérations et la disponibilité des services du data center. Pour éviter ces problèmes, des stratégies d'optimisation du flux d'air sont mises en place. L'une des méthodes clés est l'organisation des baies, racks, selon le principe de l'allée chaude et de l'allée froide. L'allée froide est l'endroit où l'air frais est distribué devant les serveurs. L'allée chaude est l'endroit où l'air chaud est rejeté par l'arrière des serveurs. Cette méthode permet de séparer physiquement l'air chaud de l'air froid et de limiter le mélange des flux d'air, ce qu'on appelle les courts-circuits d'air, ce qui améliore considérablement l'efficacité énergétique du système de refroidissement. Pour les équipements de haute densité, il est recommandé de construire un espace de confinement pour isoler les flux d'air. Il faut veiller à sceller toutes les découpes de câbles ou les trous non utilisés dans le faux plancher pour éviter les fuites d'air. Enfin, il est aussi essentiel d'obturer les espaces non occupés dans les racks avec des panneaux d'obturation. Cela empêche l'air chaud de revenir à l'avant du rack et de se mélanger à l'air froid. Nous entrons maintenant dans un chapitre essentiel, la sécurité physique et la lutte contre l'incendie dans les data centers. Ces installations abritent des équipements critiques et toute perturbation, qu'elle soit due à une menace physique ou à un incendie, peut avoir des conséquences graves. Nous allons explorer les menaces potentielles, les moyens de les détecter et les solutions pour les contrôler, afin d'assurer la continuité et la protection des infrastructures. Commençons. Focalisons-nous sur les capteurs et les systèmes de surveillance dédiés aux menaces physiques dans ce data center, en dehors des détecteurs de fumée que nous aborderons plus tard. Les capteurs de température et d'humidité, positionnés dans les allées froides et chaudes, surveillent les conditions pour prévenir les surchauffes ou l'excès d'humidité qui pourrait affecter les équipements. Les capteurs de fuite d'eau sont installés autour ou en dessous de l'unité de refroidissement pour détecter toute fuite d'eau éventuelle. Les capteurs d'ouverture, placés sur les portes et les racks, assurent un contrôle d'accès et signalent toute manipulation non autorisée. Des capteurs avant et après les racks, ainsi qu'au niveau du sol, mesurent la température pour optimiser le refroidissement et repérer les anomalies. Enfin, les caméras vidéo stratégiquement positionnées offrent une surveillance continue des zones permettant un contrôle visuel en temps réel. La sécurité incendie est un aspect fondamental de la conception et de l'exploitation d'un data center compte tenu de la valeur des équipements et de la criticité des données. Pour qu'un incendie se déclare, 3 éléments sont nécessaires, formant ce qu'on appelle le triangle du feu. Un combustible, c'est-à-dire un matériau qui peut brûler, par exemple des câbles, des plastiques. Un comburant, l'oxygène de l'air qui alimente la combustion. Une source de chaleur, comme un échauffement de câble ou une étincelle.
Dans un data center, le principe d'extinction le plus privilégié est l'élimination du comburant, l'oxygène. Cela est réalisé grâce à des systèmes utilisant des gaz inertes. Ces gaz sont libérés dans la salle en cas de détection d'incendie et réduisent le taux d'oxygène dans l'enceinte, typiquement de 21% à 12 ou 13%. En privant le feu d'oxygène, celui-ci s'éteint sans endommager les équipements, contrairement à l'eau ou à la mousse. En complément, d'autres mesures passives de sécurité incendie sont mises en œuvre. Des murs cloisons et portes coupe-feu résistant au feu pendant 1 heure ou 2 heures, des clapets coupe-feu pour les gaines de ventilation, du mastic coupe-feu pour sceller les traversées de câbles à travers les murs. Ces dispositifs visent à confiner le feu et à empêcher sa propagation rapide. Pour conclure, plusieurs normes et certifications guident la conception et l'exploitation des centres de données. L'ANSI TIA 942 est une norme nord-américaine axée sur le zonage, le câblage structuré, la redondance et l'environnement contrôlé. Le BICSI 002 est un guide pratique qui fournit des recommandations détaillées pour la mise en œuvre à travers toutes les phases du projet, complémentaires à la TIA 942. L'EN 5060 est le cadre normatif européen qui vise à harmoniser les pratiques à l'échelle continentale. Comme le BICSI, il couvre le cycle de vie complet du data center de la conception à la maintenance. Son approche est globale, englobant tous les aspects, énergie, sécurité, infrastructure, et elle intègre les meilleures pratiques internationales. L'Uptime Institute, un consortium créé en 1993, est largement reconnu pour avoir défini la notion de TIR pour les centres de données, un système de classification de la fiabilité largement adopté dans le monde. Enfin, l'HREIE 80.4 fournit des recommandations en matière de conception, construction, opération et maintenance, incluant des directives thermiques pour la fiabilité et l'efficacité du refroidissement. Nous arrivons à la fin de cette formation d'initiation. J'espère que cette session vous a permis de démystifier le monde de l'infrastructure technique des data centers. Pour récapituler, nous avons exploré les composants essentiels qui permettent à ces cerveaux numériques de fonctionner sans relâche. Les onduleurs, UPS et les groupes électrogènes, garants d'une alimentation électrique stable et continue. La climatisation de précision, indispensable pour le refroidissement et la gestion thermique des équipements, avec des stratégies comme l'allée chaude et froide pour optimiser les flux d'air. Les PDU et les racks qui forment l'épine dorsale de l'infrastructure physique et permettent une distribution électrique organisée. Les normes et certifications qui assurent la résilience et l'efficacité de ces installations. Et bien sûr, les principes fondamentaux de la sécurité incendie, essentiels pour protéger ces infrastructures vitales. En comprenant ces piliers, vous êtes désormais mieux équipés pour appréhender la complexité et la criticité des data centers, ces installations invisibles mais indispensables qui sous-tendent notre monde numérique. Merci de votre attention.